Tonight at the Game Awards, we come together as a community to celebrate video games, the most compelling and immersive form of entertainment in the world. As an industry, we are most powerful when we come together, united by our common love for the art form of games. Ne soyons pas dupes, le jeu vidéo est certes un art, mais aussi et avant tout une industrie. Nous sommes des joueurs et par extension des consommateurs. Et les jeux auxquels nous jouons sont des produits. Mais on ne vous apprend sans doute rien en tenant ce genre de propos. Afin de mieux comprendre notre présent et éventuellement décrypter ce que nous réservera l'avenir du jeu vidéo, il faut remonter à ses débuts, où cette industrie a pu faire couler de l'argent à flot via des bornes d'arcade, que l'on pourrait carrément associer à des machines à sous. La borne d'arcade peut sembler être un lointain souvenir, en tout cas pour nous autres Européens, et pourtant elle a bien eu droit à son heure de gloire, et se trouve même être encore une institution dans certaines régions du monde, comme c'est le cas au Japon. L'apparition du premier jeu arcade remonterait à 1971, avec Computer Space, un jeu Atari, que l'on pourrait considérer comme le premier véritable jeu commercialisé à grande échelle. Mais l'engouement autour de ces machines commence véritablement avec le célèbre Pong, sorti l'année suivante. S'ensuit alors une pluie de jeux et une industrie toujours plus florissante. Le plus tu produis, le plus tu gagnes. Les années passent et la passion que l'arcade suscite ne dépérit pas pour autant. En 1981, elle atteint son apogée. 8 milliards de dollars sont générés rien que pour le continent américain. Au début des années 80, la seconde génération de consoles, dont l'Atari 2600 fait partie, commence à prendre de l'importance dans les foyers. Ces consoles n'étant pas assez puissantes pour afficher le même niveau de détail que l'on peut retrouver sur arcade, elles ne suffisent toujours pas à convaincre les joueurs de déserter les salles de jeu. En sortant des portages de jeux arcade sur sa console de salon, Atari va concurrencer son propre marché, mais ces portages restent très peu aboutis. La firme Atari va alors précipiter sa chute en enchaînant les bides comme ce fut le cas lors de la sortie d'E.T. l'extraterrestre. Un jeu particulièrement mauvais qui poussera l'éditeur à enterrer des millions de cartouches invendus dans le désert. La lassitude gagne les joueurs, le marché sature, les jeux se ressemblent et les redites de jeux à succès laissent de marbre. En 1983, le marché du jeu vidéo connaîtra alors son premier crash. Le marché de l'arcade s'écroule, et de même pour les consoles. Une chute de courte durée, puisqu'il faudra attendre la troisième génération de consoles, avec l'arrivée de la NES et de la Master System, pour relancer le secteur proposant des jeux révolutionnaires et aux durées de vie plus importantes. L'arcade sera de moins en moins présente, puisque les consoles combleront la différence graphique les séparant à partir de 1994, et les jeux en ligne prenant progressivement de l'importance. Elle ne dépérira pas pour autant au Japon, où Sega, Namco et Konami continueront d'entretenir ce marché, avec des jeux offrant des sensations qu'on ne pouvait retrouver qu'en salle d'arcade avec des contrôleurs spéciaux. Une période révolue qui laissera au passage un lourd héritage comme le style de jeu arcade, pour désigner des jeux fun à l'action frénétique et à la difficulté relevée. Nous sommes en 2019, le jeu vidéo a beaucoup changé, il a évolué, il a gagné en maturité depuis ses débuts, il propose aujourd'hui des expériences beaucoup plus diversifiées, les développeurs ne sont plus limités par les capacités techniques. En revanche, certaines pratiques demeurent inchangées. Aujourd'hui, les grosses productions du jeu vidéo, aussi connues sous le nom de AAA, sont des jeux produits par des studios aux effectifs importants, et dont le budget nécessaire dépasse les 10 millions de dollars américains. Si vous vous posez la question, AAA n'est pas un sigle, désolé de vous décevoir. Ce terme puise son origine du jargon financier, qui désigne en réalité la notation maximale accordée à des structures publiques. Ces AAA
Des méga productions donc, qui arrivent à rivaliser sans sourciller face aux plus gros blockbusters hollywoodiens. Les AAA dont les coûts de production peuvent dépasser ces derniers, tant le secteur prospère. On retrouve également à ses côtés le III, pour les jeux dits indépendants, dont l'ambition égale celle d'un AAA, mais ne possède pas autant de moyens et d'effectifs suffisants pour l'égaler. Et puis il y a encore les petits jeux indépendants avec encore moins de moyens et où la main d'œuvre se compte sur les doigts de la main. Le budget derrière ces AAA ne cessant pas d'augmenter, on pourrait même parler de AA, afin de qualifier certaines productions au budget beaucoup plus limité. Le jeu vidéo est un médium qui, au cours de ces 2 dernières décennies, a réuni plusieurs millions de joueurs à travers le monde, tous profils confondus. Des hommes, des femmes, des adolescents, des enfants, voire même papy, mamie. Sur un jour, à peu près 4 heures. 4 heures? Non, je déconne, j'ai les cours. Franchement, je sais pas du tout. Peut-être 3-4 heures. Par semaine, environ 12 heures. Une fois tous les 2 jours, à peu près, le week-end, et 1 heure à chaque fois je joue en moyenne. En moyenne 2-3 heures par jour, et beaucoup plus le week-end si j'ai le temps. Je joue principalement le week-end. Souvent, ça peut durer de 2 à 3 heures. En moyenne de 3 heures par jour. Je dirais une dizaine d'heures par semaine. Alors maintenant, plus énormément, mais il y a une époque où j'étais entre 8 et 10 heures par jour. Alors je joue dès que j'ai le temps, ça peut aller de 1 heure à beaucoup plus longtemps. Mais bon, en ce moment, avec Mimi et tout ça, j'ai beaucoup moins de temps de jouer, voire pratiquement plus. Je joue environ 1 ou 2 heures par jour. C'est dans les 2 heures par jour, je dirais. Genre le soir, tranquillement, avant de se coucher. Par jour, je dirais 4 à 5 heures. Je joue à peu près 1 ou 2 heures par jour. Ah, quand je jouais tous les jours. Donc je suis un adepte du PC. Principalement Switch, mais aussi PC. Je joue sur PC, principalement. Pas d'argent pour une PS4. On joue sur mobile, je suis un grand fan. Principalement, je joue PC et Switch, et ça m'arrive souvent d'utiliser des émulateurs pour jouer à des anciennes consoles. Sur PC et mobile. Après, je jouais aussi surtout sur PS2 et sur GameCube. J'ai ma Xbox chez moi, j'ai ma Switch que j'utilise souvent, très souvent. Je joue que sur PC aux jeux vidéo. Petite config 32 Go de RAM avec un beau Ryzen 7. Ça dépend, je joue à des jeux de combat aussi, et puis des MOBA aussi, ça arrive. Fortnite. Me tapez pas. Je joue juste à des jeux mobiles style Candy Crush, Geometry Dash, Doodle Jump, tout ça j'adore, c'est vraiment ma passion quoi. J'espère qu'ils vont sortir des compétitions très bientôt. Des FPS, donc ça reste sur du CSGO, du Rainbow Six ou tout ce qui touche à ça comme Overwatch par exemple. J'ai beaucoup joué à tous les jeux de stratégie, aux jeux de tir, indépendamment de mon nom. Aux jeux d'énigmes aussi, beaucoup, qui me plaisaient beaucoup. Tous les Lara Croft, puis des jeux de course aussi, des jeux de baston. Principalement des jeux d'aventure. À League of Legends, sur mobile Pokémon Go principalement. À des jeux compétitifs ou des MMORPG. RPG, MMORPG, action-aventure ou même jeux de puzzle. J'aime bien tout ce qui est jeux de simulation, sur tout ce qui est ordinateur, donc avec Planet Coaster, Just Dance, etc. Tout ce qui est FPS, et tous les jeux de type licence Nintendo, c'est-à-dire Mario Kart, Super Mario Odyssey, Smash Bros, etc. Les Sims ou League of Legends. Les JRPG, donc tout ce qui est Final Fantasy, Kingdom Hearts, donc vraiment les jeux en général en solo qui ont une grosse histoire, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Vous l'aurez compris, les façons de jouer, les préférences et les conduites de chaque joueur sont tout aussi variées que difficiles à définir correctement, à tel point qu'il est en réalité bien compliqué pour un jeu et son développeur de toucher un maximum de personnes. La portée d'un jeu, c'est aussi de ça dont il est question ici. On rentre bien sûr dans le cadre de la communication, car c'est elle qui va permettre de toucher une poignée bien spécifique de la population. Des profils difficiles à cerner, mais la chose est loin d'être impossible. Les joueurs partagent malgré tout des habitudes basiques bien particulières qui vont permettre de brosser des portraits de joueurs. Un versus fighting aux mécaniques aussi complexes et exigeantes qu'un Guilty Gear, un Heritage for the Future,
ou encore un King of Fighters, qui nécessiterait un certain temps d'apprentissage, n'attirera sans doute pas les mêmes joueurs qu'un jeu de combat comme Dragon Ball Xenoverse ou J-Star Vector Versus, promettant à la fois de procurer du fun immédiat, ce qui n'est pas forcément vrai, et surtout une grande accessibilité. Le raisonnement est le même pour un jeu comme The Witness, dont le cœur du jeu repose essentiellement sur la résolution de puzzles, et Doom, que tout oppose. Autre exemple, en 2006, avec sa Wii, Nintendo a fait le pari de rassembler une plus grande poignée de joueurs. Un pari risqué, mais réussi. Une méthode qui a déjà fait ses preuves avec la Nintendo DS. Alors comment expliquer ce succès? Eh bien, c'est simple. Des jeux adaptés au support et des choix de design efficaces lui ont valu cette réussite. Et oui, la Wiimote n'est pas innocente dans l'histoire. Une manette de jeu dont les formes ne sont pas sans rappeler celles d'une télécommande. De quoi très vite familiariser les seniors avec le jeu vidéo. Au menu, Wii Sport, Mario Party, Just Dance, pour les casual gamers d'un côté, mais également des jeux plus classiques dans leur philosophie, comme ce fut le cas pour Super Mario Galaxy qui révolutionna au passage la plateforme 3D, ce n'est pas rien, Super Smash Bros Brawl ou encore Skyward Sword, le 14e opus de la série The Legend of Zelda, qu'on ne présente plus. 3 exemples de jeux sortis sur Wii qui ne laisseront pas sur la touche un grand nombre de vétérans de la GameCube, en admettant bien évidemment qu'ils ne soient pas allergiques au motion gaming. Si l'on schématise, on peut avancer le fait qu'il existe les casual gamers, les joueurs dits occasionnels d'un côté, et de l'autre les hardcore gamers, joueurs plus enclins à jouer fréquemment. Et on peut même aller plus loin, et c'est ce que nous a expliqué Nils Tiercelin lors de notre visite dans les locaux d'Aero Nicole. Il y a un style par exemple casual ou hyper casual, c'est des gens qui jouent à des jeux mobiles très simples, très Candy Crush par exemple. Et il y a on peut aussi repérer des cibles plus qu'on appelle core, qui sont donc des gens qui sont un petit peu plus renseignés sur les jeux vidéo, qui ont plus l'habitude de jouer, qui jouent beaucoup. Après il y a les hardcore gamers qui eux jouent énormément au jeu et vont être un petit peu plus exigeants et vont aussi demander des choses plus spécifiques. Donc c'est un peu la même différence qu'on peut avoir avec des gens qui vont regarder beaucoup de films, un cinéphile et quelqu'un qui en regarde juste pour le divertissement de temps en temps. Il y aurait donc non pas 2 catégories de joueurs, mais 4. Casual gamer, hyper casual gamer, core gamer et hardcore gamer. Et on peut aussi catégoriser les joueurs par ce qu'ils aiment faire dans un jeu. Il y a des gens qui sont très complétionnistes, qui vont vouloir par exemple collecter toutes les pièces secrètes dans un jeu, faire plein de choses. D'autres qui vont être là plus pour l'aspect confrontation, certains pour l'aspect réflexion, et on peut les diviser comme ça aussi, par ce qu'ils aiment faire dans le jeu. Ce qu'ils aiment faire dans le jeu. Explorateur, collectionneur, compétiteur, social, autant de catégories facilement identifiables, basées sur la typologie de Bartol, d'une plus grande précision, qui ont un rôle encore plus déterminant lors du développement d'un jeu. Quant à un Just Cause 4, un Red Dead Redemption 2, un Assassin's Creed Odyssey, ou encore un Super Smash Bros Ultimate, se donne le mot pour sortir durant la même période de l'année, on peut difficilement prétendre détenir le monopole sur le secteur. Et parfois le bid n'est jamais très loin, car un joueur va bien falloir faire un choix dans l'histoire. Son budget n'est pas illimité. Pour lutter contre cette concurrence toujours plus rude, il a évidemment fallu trouver des solutions viables. Ubisoft a réussi à maintenir à flot ses finances, entre autres en annulisant ses licences, à succès. Une production en série qui n'est pas sans rappeler le Fordisme, du travail à la chaîne qui implique la standardisation de pas mal de ses process. Et ça se voit. De la reprise de mécaniques déjà utilisées dans des épisodes précédents, ou dans d'autres jeux, en passant parfois même par du recyclage plus ou moins camouflé de cartes, jusqu'à l'automatisation de certaines tâches bien précises, comme avec l'utilisation de Speed Tree pour la végétation.
Une solution économique donc qui a permis à Ubisoft, en augmentant la fréquence de sortie, de s'élever encore plus haut dans la sphère de l'industrie vidéoludique. Mais cette formule a tendance à montrer les signes de faiblesse. Les joueurs finissent par se lasser et ces jeux par tous se ressembler. Depuis 2010, la fréquence de sortie des jeux Ubisoft a énormément baissé. En 2010, Ubisoft sortait 56 jeux. En 2016, seulement 12. Moins de jeux à produire, donc plus de qualité. Une bonne nouvelle donc. Eh bien, pas vraiment. Plutôt à vous d'en juger. Puisque cette baisse de sortie significative n'est pas synonyme d'un soin particulier accordé à ces jeux. Au contraire, c'est le signe de l'élaboration d'une toute autre formule, bien plus redoutable, déjà bien établie. Un format économique alternatif qui permettrait de rentabiliser un jeu sur le long terme, et éventuellement rapporter gros. Ce format s'appellerait le Game as a Service, autrement dit le jeu vidéo service. Un jeu service, c'est un jeu qui va être entretenu par l'entreprise ou le studio qui crée le jeu en continu et à travers le temps en fait, plutôt que d'avoir un jeu qui, une fois qu'il est sorti, on n'y touche plus à part pour quelques petites mises à jour. Là le but ça va être de rajouter du contenu au compte-gouttes à travers le temps ou d'animer le jeu à travers des événements et des choses comme ça. Pour qu'en fait le jeu soit entre guillemets vivant durant le temps défini par le studio. Le jeu service serait donc un business model, destiné à faire revenir régulièrement le joueur sur des mois, voire des années. Un modèle économique qui a déjà fait ses preuves à maintes reprises avec GTA Online, Overwatch ou encore dernièrement avec Fortnite. Des jeux à succès dont les communautés ne cessent de grandir chaque jour. Rendre le jeu vivant permettrait donc de fidéliser le joueur. Cela porte un nom, la rétention du joueur. La rétention, c'est combien de joueurs vont revenir sur le jeu après un certain temps. Donc dans le Game as Service, c'est très intéressant parce que est très important, vu qu'on compte sur le fait que les joueurs vont jouer un certain nombre de temps, et donc ils vont pas juste télécharger le jeu et jouer une fois et plus jamais y toucher. Fidéliser pour mieux régner, mais encore. Ça peut s'apparenter un petit peu comme quand on regarde une série par exemple, il y a souvent des cliffhangers qui nous font aller d'un épisode à l'autre. Là ça va être un petit peu ça va être de toujours donner plus, et une fois que le joueur donc, a accompli, a passé une certaine barrière ou quelque chose, lui donner envie, donc lui montrer un autre objectif, lui donner envie de revenir pour repasser cet objectif. Et c'est là où il faut essayer de toucher différents types de joueurs. Donc par exemple un complétionniste, il a débloqué tout ce qu'il voulait, s'il a collecté tout ce qu'il devait collecter, il faut lui donner autre chose à collecter, comme ça il va continuer à jouer tout simplement et essayer de tout récupérer encore. D'autres personnes, ça va être pour du cosmétique, par exemple leur sortir un nouveau costume, va leur donner envie peut-être de jouer plus pour débloquer ce nouveau costume parce qu'ils en ont déjà beaucoup et qu'ils veulent le dernier en date par exemple. Fidéliser pour mieux régner en délivrant du contenu régulier. Définir de nouveaux objectifs quotidiens dans Fortnite. Créer de nouveaux personnages et de nouvelles maps dans Overwatch. Créer de nouvelles quêtes dans Destiny. Sans compter les événements spécifiques, le loot qui désigne l'équipement aléatoire obtenable en ouvrant des coffres par exemple. Autant de moyens chronophages pour qu'on ne puisse pas voir les heures défiler. Entretenir un jeu, cela a un coût. Il faut donc faire en sorte de rendre ces manœuvres lucratives. Les jeux services, on va avoir tendance à les rendre pas très chers, pas avoir de barrière d'entrée très haute. Donc ça peut être des jeux gratuits par exemple, on peut prendre Fortnite comme exemple, c'est le plus connu. Et ensuite le but ça va être du coup de jouer sur la rétention des joueurs, c'est-à-dire les faire revenir et s'assurer que plus les gens reviennent, plus ils vont avoir envie de peut-être consommer dans le jeu. Et donc pour ça on va leur proposer des portes d'entrée à l'achat, on va dire, qui vont être sous forme de cosmétiques souvent, c'est-à-dire des costumes différents pour leurs avatars, des bonus en plus, et parfois ça va être directement de rajouter du contenu, mais de mettre ce contenu payant, tout simplement. Un processus qui forme un cercle vicieux pour le joueur puisqu'on est tous influencés par le coût irrécupérable, ou sunk cost si vous voulez.
Une notion issue de l'économie comportementale qui montre que plus l'on dépense de l'argent sur un jeu, plus on va chercher à rentabiliser ses achats en y consacrant davantage de temps. Et inversement, plus l'on passe de temps dans un jeu, plus on va avoir tendance à dépenser dessus. Elle est renforcée par ce qu'on appelle le sunk cost fallacy, en français aversion à la perte, qui s'appuie sur le fait qu'on aurait tendance à donner plus de valeur à une perte qu'à un gain d'un montant équivalent. Même si le jeu lasse, on va avoir tendance à y retourner. Si on m'avait offert ce même contenu gratuitement, les choses se seraient peut-être passées différemment. Ce qui fait écho à la rétention. Un cercle vicieux pour le joueur, mais un cercle vertueux pour le jeu et son développeur. Faire dépenser dans un jeu, ce n'est pas nouveau. L'ère du tout dématérialisé a vu naître une panoplie d'outils à la disposition des éditeurs et des développeurs, qui ont permis d'améliorer la rentabilité d'un jeu de façon accrue. Le plus populaire se trouve être le DLC. Et non, il ne correspond pas à la date limite de consommation. Les DLC, pour Downloadable Content, représentent du contenu additionnel, amputé du jeu de base. Généralement payant, ils se résument parfois à du contenu purement cosmétique, comme des skins, mais aussi moins souvent à du contenu ludique, comme de véritables segments de jeu. Ces DLC, légitimes ou non, sont préparés pour la grande majorité du temps en amont du développement. Ce qui a d'ailleurs donné droit à quelques aberrations. On retiendra surtout pour la peine le reboot de Prince of Persia, sorti en 2008, dont la fin était livrée en DLC payant. Un jeu qui, au passage, constitue une ébauche de la formule annuelle amorcée par Ubisoft, puisqu'on y retrouve à la fois les objectifs répétitifs, mais également le syndrome des collectibles. Des objets rares à collectionner, disséminés un peu partout dans le jeu, dont le but est d'allonger drastiquement sa durée de vie. Pas si rare que ça au final. Ces DLC peuvent être regroupés sous forme de Season Pass, un pack de contenu à un prix plutôt avantageux. Ils sont proposés la plupart du temps avant la sortie d'un jeu, histoire d'assurer une rentrée d'argent rapide. Car oui, à un moment ils se sont dit qu'il ne fallait pas trop s'en cacher. Mais on compte également aux côtés du DLC les microtransactions, micro-paiements. Eux sont très évocateurs, ils favorisent des petits achats en grande quantité plutôt qu'un seul gros achat. Ils sont particulièrement utilisés pour les free-to-play, les jeux dont l'accès est gratuit, très axé sur la communication de masse. Le but étant de parler à un maximum de joueurs, car très accessible. Ce modèle économique peut aussi s'appuyer sur des revenus publicitaires. Le joueur n'est pas obligé de payer pour jouer, mais l'expérience de jeu se retrouve fortement améliorée lorsque l'on sort la carte bancaire. Parfois, certains jeux choisissent de se baser sur un système d'abonnement, initié par les MMO, jeux en ligne massivement multijoueurs. Un paiement régulier suffit pour pouvoir y jouer. Les Pass Events, qui à l'achat permettent d'accéder à des exclusivités en fonction des événements, pour ne pas citer Noël, où bon nombre de jeux sortent des cosmétiques, des missions accessibles uniquement en payant. Tout est de plus en plus évalué, calculé, afin de donner envie aux joueurs de consommer. Autant de façons de penser un jeu qui, dès qu'elles sont combinées, peuvent se révéler être de véritables atouts économiques. Et c'est le cas de le dire, puisque le jeu-service utilise ce genre de procédé pour apporter une très grande rentabilité. Pour faire dépenser, il faut parfois sacrifier certains aspects du jeu, et les rendre parfois très laborieux. Cela a donc un impact significatif sur le game design et le level design d'un jeu. Mais juste avant d'aller plus loin, le game design, c'est quoi ? Le game design, c'est tout ce qui englobe les règles du jeu, et de manière plus générale aussi, toute l'expérience que va avoir un joueur dans un jeu, elle va être définie par le game design. Donc aux échecs, ça va être, il y a 8 cases de côté sur un carré, il y a tel type de pions qui peuvent bouger de telle manière, et le but du jeu, c'est d'échec et mat l'adversaire, par exemple. Ça c'est vraiment les règles du jeu et l'expérience ensemble. L'exemple le plus représentatif de jeux influencés par une formule économique se trouve être certains free-to-play, et plus précisément les pay-to-fast et pay-to-win, qui ont tendance à d'entrée de jeu offrir une progression très rapide, puis au bout de quelques minutes rendre le tout beaucoup plus lent. Une progression qui, vous vous en doutez, n'est possible d'être accélérée qu'en dépensant vos précieux deniers dans le jeu. Il y a aussi le grind, qui force le joueur à passer toujours plus de temps sur le jeu, quitte à sacrifier l'amusement,
car de toute manière, si le joueur est las, il finira par revenir le lendemain pour continuer ce qu'il avait à faire. Le grinding désigne l'ensemble des actions d'un joueur consistant en la répétition d'une tâche afin d'obtenir un avantage particulier. Une action qui peut être motivée pour améliorer les stats de son avatar, vaincre un boss redoutable, ou encore gagner de l'argent difficile à réunir, pour s'offrir certains éléments dans un jeu. Comme c'est le cas dans GTA Online, et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez tout simplement acheter des shark cards pour obtenir de grosses sommes d'argent in-game. Marrant ce genre de manœuvre quand on sait que GTA tourne au ridicule la société de consommation dans l'écriture de chacun de ses opus. Don't dial 911, dial 357. Ammunition, protecting your rights. Fournir régulièrement du contenu de qualité, c'est coûteux. Et parfois, l'impératif de temps implique du contenu peu qualitatif. Autre chose encore, dans Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts a eu la mauvaise idée de ralentir drastiquement la progression du joueur, pour l'empêcher de débloquer trop vite certains personnages emblématiques de la saga. Le joueur devait alors consacrer énormément de temps pour les débloquer. Ou bien tout simplement passer à la caisse. Un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, et pas en bien. Des choix de game design spécifiques qui impliquent aussi des choix de level design bien précis. C'est une sous-partie, on pourrait dire, sous-catégorie du game design. Donc dans les jeux, on a tendance à avoir des niveaux, et en tout cas des environnements, et l'environnement dans lequel va évoluer le joueur, comment il va être agencé. Comme dans des jeux de guerre où ça va être comment va être la carte sur laquelle les joueurs vont se battre, ou alors dans un jeu de puzzle, ça va être comment le puzzle est agencé, quelle pièce on lui demande de bouger, comment créer le monde autour du joueur. Le jeu service est souvent associé au jeu multijoueur ou compétitif, mais ne peut pas être un jeu couloir, donc quasi incompatible avec un jeu proposant une expérience linéaire, pour faire simple. On va plutôt avoir tendance à faire des mondes ouverts, connus sous le terme d'open world. Plus flexible, il constitue un gigantesque bac à sable et permet de greffer facilement diverses activités. Ces 2 dernières années a également vu naître un genre influencé par le film Battle Royale ou encore par la série de films et de livres à succès Hunger Games. Le genre Battle Royale, dont le but est de lâcher sauvagement des joueurs dans une map et de les faire s'affronter jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, a aussi prouvé son efficacité dans la formule du jeu service. Les sessions peuvent être très courtes et parfois plus longues, tout dépend du temps de survie du joueur. Il est aussi assez compliqué de finir top 1 dans un Battle Royale car essentiellement basé sur le hasard, la probabilité de croiser un ou plusieurs ennemis étant variable, ce qui renforce bien sûr la replay value. Autre élément important, c'est un genre qui réussit à réunir pas mal de types de joueurs. Les compétiteurs et les socials s'y retrouveront principalement, puisque le but étant d'arriver au sommet du classement, et la majorité de ces Battle Royale proposent des modes de jeu en équipe, souvent accompagnés d'un chat vocal, d'un ping ou encore d'emotes. Les explorateurs et les collectionneurs, eux aussi, ne seront pas mis de côté dans l'histoire. Fort de son succès, on en a présent à toutes les sauces. Il y a eu PUBG, puis Fortnite, d'autres licences y sont mis comme Call of Duty, FIFA et même Tetris. Lorsque l'on se penche à nouveau sur l'époque de l'arcade, on peut remarquer qu'un traitement similaire aux jeux vidéo service fut apporté aux jeux conçus pour ces imposantes machines. Il y avait un système de vie et de continue, donc tu payais on va dire 2 € pour avoir 3 vies, et une fois que ces 3 vies sont passées, il fallait repayer pour continuer à jouer si jamais tu étais mort, si tu voulais continuer ta partie. Et les jeux étaient aussi très durs, ce qui forçait un petit peu plus le nombre de vies qui allait être perdu, et donc le nombre de pièces qui allaient être mises dans la borne d'arcade, et ça assurait aussi une plus grosse durée de vie au jeu parce qu'il y a peu de gens qui allaient en voir la fin du premier coup, par exemple. Donc ça t'assure une rejouabilité. Le game design était étudié et orienté de sorte à inciter le joueur à insérer une pièce puis une autre. Metal Slug, Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, Street of Rage, Pac-Man, Space Invaders, autant de gros titres
sortis sur support arcade qui avaient pour point commun leur difficulté. Un game over était généralement atteint lorsque les vies du joueur étaient épuisées, ou le temps imparti écoulé. Il fallait alors insérer un autre crédit pour pouvoir y rejouer, mais être contraint de tout recommencer. Une difficulté variable selon les jeux, mais poussant le joueur à dépenser jusqu'à son dernier centime pour avoir peut-être le luxe de voir son nom au sommet du tableau des scores. Parfois, les gérants de ces salles d'arcade voyaient d'un très mauvais œil les joueurs plus aguerris qui arrivaient à tenir de longues parties sur un jeu, des minutes voire des heures durant, pas très rentable pour eux en somme. Et ceux qui sont vraiment très bons, ils parviennent à tenir combien de temps? Très bon, une demi-heure, ça peut aller jusqu'à 1 heure. C'est pour ça qu'on les laisse pas jouer souvent. Quand on devient trop bon, on ne peut plus entrer dans les salles de jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entrer, mais sur les jeux où on est trop bon, ici en tout cas, ils interdisent de jouer. Ces pratiques mises en place pour améliorer la rentabilité d'un jeu auraient donc non seulement une grande influence sur le game design, mais également sur le comportement du joueur. Le game design et le comportement seraient donc liés. Un game design est en quelque sorte la clé de voûte dans un jeu, qui pourrait, si orienté correctement, faire naître en nous un sentiment de frustration, nous poussant à dépenser toujours plus pour progresser ou pour l'obtention de certains privilèges en jeu. Le conditionnement opérant est une théorie de l'apprentissage issue du comportementalisme, qui repose sur le fait qu'on aurait tendance à adopter un comportement particulier, qui fait suite à la conséquence d'un comportement qui le précède. Et selon ce principe, un sujet peut augmenter ou diminuer un comportement. La boîte de Skinner est un dispositif expérimental mené dans les années 30 par un psychologue américain, Bruce Frederick Skinner, et justement, ça tombe bien, la boîte de Skinner démontre bien le fonctionnement du conditionnement opérant, dont la théorie a été initiée quelques années plus tôt par Pavlov. Pour faire simple, il consiste en l'apprentissage d'un comportement bien particulier en envoyant des signaux à un animal isolé. Et pour cela, on a besoin d'un renforcement, qui peut être de la nourriture, donc du renforcement dit positif, un arrêt de choc électrique, donc du renforcement négatif, et inversement, en recevant une décharge électrique. On va appeler cela une punition positive. Et il y a aussi la punition négative, qui peut se résumer à retirer de la nourriture. Si l'animal fait une action particulière comme tirer un levier, et qu'il obtient de la nourriture, il aura tendance à refaire cette même action très souvent. Logique, non? On peut bien sûr, si à la place d'un levier, on s'amuse à afficher 2 mots différents, comme turn ou pick. L'animal va très vite comprendre en allant sur l'un ou l'autre qu'un des deux va produire un renforcement et éviter une punition. Si l'on revient à nos jeux vidéo, le conditionnement opérant et le principe de renforcement et de punition sont à la base même du jeu vidéo. Une action implique une conséquence, et selon cette conséquence, le joueur va adopter des comportements adaptés. Le conditionnement opérant stimulerait donc notre cerveau lorsque nous jouons, ce qui expliquerait en partie pourquoi nous prenons tant de plaisir à y jouer. Le feedback en est l'exemple. Le feedback, ça va être tous les stimuli qui sont renvoyés au joueur une fois qu'il a fait des actions ou pour lui communiquer des changements qui se passent généralement dans le monde du jeu. Donc ça peut être tout simplement s'il tape un ennemi, cet ennemi qui va se mettre à faire un petit cri, il va y avoir des points qui vont apparaître, un son qui va se faire, l'ennemi va bouger d'une certaine manière, rebondir, et c'est tout ça mis ensemble qui donc donne un feedback par rapport aux actions du joueur pour lui montrer que ce qu'il a fait, son action a eu une réaction. Le feedback serait donc un mécanisme simple permettant de rendre nos sessions de jeu plus satisfaisantes, mais aussi très frustrantes. C'est en quelque sorte ce qui accompagne nos interactions dans un jeu. Il peut être sonore, visuel, mais il peut être également tactile. Mais ce dernier point dépend énormément du périphérique choisi pour jouer. Le feedback est une source inépuisable de motivation et d'incitation à l'interaction. Le feedback peut surtout constituer une récompense pour le joueur, et c'est ce qui rend les parties d'Hotline Miami si viscérales et nerveuses, les combats au tour par tour de Persona 5 si dynamiques, et les courses de Burnout bourrées d'adrénaline. C'est une notion qui va de pair avec le flow, puisque c'est ce qu'elle entraîne.
Le feedback va aider dans le flow. Le flow, c'est quand quelqu'un se met à jouer, il rentre, on dit, dans un état de flow, donc c'est-à-dire que c'est pas trop dur pour lui, ni trop facile. Donc c'est que ça va être suffisamment challengeant pour lui, pour le garder sur le qui-vive, on va dire, et qui reste dans la zone, entre guillemets. Mais le principe de conditionnement opérant ne s'arrête pas juste à la présence de feedback dans un jeu vidéo. Sans grande surprise, il se manifeste également sur les pratiques entretenues par le jeu service. Dans l'exemple le plus évident se trouve être la lootbox. C'est un petit peu une boîte surprise quand un joueur va l'acheter. C'est un petit peu comme une loterie. Tu peux tomber sur un de ces 10 objets en jeu. Et donc avec une chance bien sûr un peu plus rare pour les objets rares et plus commune pour des objets un peu moins intéressants. Mais quel est le rapport avec le conditionnement opérant? Ah oui, c'est vrai. Ce que je n'ai pas précisé plus tôt avec la boîte de Skinner, c'est qu'il a ajouté au cours de son expérience un caractère aléatoire à l'obtention de la nourriture. Ainsi, l'animal n'obtenait pas tout le temps ce qu'il désirait, même s'il avait effectué la bonne action. Skinner a pu remarquer que cela ne décourageait pas l'animal pour autant. Bien au contraire, cela le motivait encore plus. Il avait tendance à augmenter sa fréquence d'action, afin d'obtenir son renforcement. Un exemple très simple qui suffit à faire un lien avec les lootbox. Les lootbox représentent un moyen très efficace pour faire passer à la caisse des millions de joueurs. C'est ce qui fait le fond de commerce de bon nombre de jeux comme Fortnite, Overwatch, PUBG, Counter-Strike Global Offensive et Rainbow Six Siege. Un système bien particulier qui n'est pas sans rappeler les jeux de hasard, et a été remis en question par beaucoup. Il est même d'ores et déjà interdit dans certains pays, comme c'est le cas pour la Belgique, forçant certains éditeurs à revoir leurs copies. Ces caisses vendues à l'unité, étant très abordables et renfermant du contenu potentiellement rare, poussent le consommateur à investir toujours plus dans leur jeu. En ouvrant ces lootbox, on retrouve encore une fois ce qui fait le sel du jeu vidéo, à savoir le feedback. Il y a énormément de feedback du coup, il faut que ce soit très récompensant. Donc pour les joueurs d'acheter quelque chose, donc il faut que quand on va acheter une lootbox, il va y avoir des pop-up, beaucoup de bruit, de la musique, un petit peu de suspense. Quand la lootbox tourne, il y a un petit peu tout ça qui amène beaucoup d'émotions pour les joueurs. Et certains joueurs vont être très réceptifs à ça et donc vont continuer d'acheter des lootbox pour la sensation que ça procure. Donc ouais, c'est très important de gamifier donc du coup toute cette partie d'achat et de vraiment prendre ça comme une partie intégrante de l'expérience du jeu et pas comme quelque chose qui s'en décroche. Autre piste intéressante, pour des cas tels que PUBG ou encore Counter-Strike Global Offensive, les caisses ne peuvent être ouvertes autrement qu'en obtenant des clés. Les caisses s'entassant par dizaines dans l'inventaire du joueur, acquis par la force des choses, ne pas les ouvrir à l'aide de ces précieux sésames finirait par générer de la frustration. Car c'est ce dont il est toujours question, la frustration. La frustration est aussi présente lorsque des personnages jouables, débloquables uniquement en passant à la caisse, sont visibles directement sur l'écran de sélection de personnages, dans un jeu comme Dragon Ball FighterZ. Cela représente une gêne visuelle pour le joueur. Elle est présente également dans le système trophée mis en place par PlayStation, qui n'affiche pas un taux d'accomplissement à 100% lorsque l'on finit un jeu, si l'on n'achète pas les DLC qui lui sont affiliés. Des exemples qui sont en réalité légion, capables de générer énormément de conversions, en se basant essentiellement sur le principe de la frustration du joueur. De plus, le fait de voir d'autres joueurs afficher ce genre de contenu exclusif aux yeux de tous nous influence également, car il joue un rôle prépondérant dans la reconnaissance sociale au sein d'un jeu, comme c'est le cas d'ailleurs dans toute autre forme de communauté. C'est ce qu'on appelle le peer effect, ou l'influence par les pairs. À cela s'ajoute le pass de combat, permettant d'obtenir un certain nombre d'items journaliers, invitant le joueur à se connecter régulièrement. Celui-ci s'appuie sur un modèle saisonnier, renforçant le côté éphémère du contenu à obtenir. On peut bien sûr voir ce que l'on rate, sinon ce serait pas drôle. Ce qui ne peut pas laisser de marbre certaines personnes, puisqu'on a vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. À la fin de la saison, on nous propose même de débloquer d'un coup le contenu raté, renforçant alors l'aversion à la perte,
qui pour rappel s'appuie sur le fait qu'on aurait tendance à donner plus de valeur à une perte qu'à un gain d'un montant équivalent. La mise en place d'une currency, une monnaie virtuelle, constituerait également un moyen psychologique déterminant pour la consommation dans un jeu. Ça a deux avantages, en tout cas que je connaisse. Le premier, c'est de pouvoir séparer un petit peu l'argent réel de l'argent in-app. C'est-à-dire que si on dit que 1 euro c'est 12 000 écus dans mon jeu, déjà il va se perdre un petit peu dans la conversion. C'est pas très éthique, on va dire, si on va jusque-là, mais bon. Donc les joueurs vont pas forcément se rendre compte du prix que ça coûte exactement en argent réel, et donc vont avoir plutôt tendance à acheter de même, de convertir de l'argent réel pour de l'argent virtuel. C'est un deuxième avantage, c'est qu'il peut être, c'est une économie du coup qui peut être contrôlée indépendamment de l'économie réelle. Donc si jamais le studio veut réinjecter des écus, il peut le faire comme il le souhaite. Donc l'économie est beaucoup plus contrôlée en fait par le studio. Et donc c'est aussi avec les fluctuations monétaires, etc., c'est pas touché par ça du tout. Une monnaie virtuelle qui va d'entrée de jeu donner l'illusion de ne pas dépenser de la vraie argent. Tout nous pousse à croire que le jeu service n'est pas prêt de s'arrêter dans sa lancée. C'est une recette conçue pour durer, qui n'a pas l'air de déranger énormément de monde. Au final, très peu ont l'air de vraiment s'en soucier. La vraie question dans l'histoire est la suivante. À partir de quand cela peut devenir envahissant? Le jeu service n'est en rien déterminant dans la qualité réelle d'un jeu donc. Tout dépend de comment ces pratiques y sont intégrées. Le fait qu'on utilise nos faiblesses pour nous pousser toujours à consommer plus, c'est bien ou c'est pas bien? Chacun aura sa propre vision ainsi que sa propre sensibilité vis-à-vis des achats in-app, car au final, on y est peut-être influencé, mais on n'y est jamais forcé. Cela soulève tout de même beaucoup de questions d'ordre éthique, surtout si l'on parle du cas Epic Games, qui cible avec Fortnite un public plus jeune, et donc plus vulnérable. L'histoire nous a aussi à maintes reprises prouvé qu'on ne reste pas le roi de la colline indéfiniment. La preuve en est avec la sortie toute récente d'Apex Legends, qui vient marcher sur les plates-bandes de Fortnite. Il a fallu à peine moins d'une semaine pour devenir le jeu le plus joué et le plus regardé sur Twitch. Le développeur de Fortnite, Epic Games, a bien sûr conscience du danger que représente cette concurrence et n'a pas hésité à déployer certaines mesures en proposant le pass de combat de sa 8ème saison gratuitement pour ceux qui auront accompli quelques défis quotidiens. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils sont même allés jusqu'à racheter les mots-clés Apex, ce qui est pour le coup pas très fair-play de leur part. Le jeu vidéo comptera toujours sur certains développeurs pour être alimenté d'expériences singulières et de perles en tout genre. Et ce n'est pas plus mal, puisque si vous recherchez de la fraîcheur, il suffit juste de se tourner vers la scène indépendante pour trouver son bonheur. Donc rien à craindre à ce niveau. Le jeu vidéo pourrait se voir doté d'un service très similaire à ce que propose déjà Netflix pour les séries et les films. Le cloud gaming, à vrai dire, ce n'est pas nouveau. Beaucoup s'y sont essayés, assez tôt, mais en vain. Un tel système nécessiterait d'avoir une connexion de très bonne facture pour jouer sans craindre des temps de réponse élevés. Mais beaucoup y voient un réel avenir. Jouer partout où l'on veut, quand on veut, avec n'importe quel périphérique, qui ça ne fait pas rêver. Et c'est peut-être ce système de catalogue qui mettra au final d'accord tous les profils de joueurs, qui pourrait à la fois faciliter l'accès de certains titres, proposer de nombreux jeux en tout genre, solo ou multijoueur, en fonction de nos préférences, et aussi et surtout tuer les achats in-game. Mais cela reste une éventualité. Demain, on consommera sans doute le jeu vidéo d'une toute autre façon. Est-ce qu'il se dirige dans la bonne direction? Peut-être est-ce trop tôt pour se prononcer.